Donc, eh bien, bonjour à tous. Pour cette conférence, pour la première conférence de ce cycle de COP2 étudiantes. Donc, on a l'honneur de pouvoir écouter une conférence d'Adrien Cousinier. Donc, Adrien Cousinier, qui est donc un ingénieur de formation, qui est membre d'Avenir Climatique, des Shifters, mais également d'Adrastia. Donc, c'est un ingénieur conseil sur les enjeux climatiques et énergétiques, mais il a également une double casquette puisqu'il est conférencier et également formateur sur tout ce qui est enjeux énergie et climat. Il est également spécialiste des vulnérabilités sociétales. Alors aujourd'hui, la thématique de la conférence va porter sur les limites planétaires. Alors un titre certes un petit peu bref puisqu'il a seulement 2 mots, mais on se rend bien compte des nombreux défis que nous devons faire face à l'avenir juste avec ce titre. Donc cette conférence grand public va présenter un état des lieux des ressources physiques, particulièrement des ressources énergétiques, et également des impacts environnementaux comme le climat ou la pollution chimique. Alors, d'un point de vue pratique, la conférence va durer 1 heure. Il va y avoir 30 minutes de présentation et ensuite une vingtaine de minutes pour avoir un échange avec Adrien Cousinier. Ce sera des questions-réponses. Alors, je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat, dans Ask a Question. Normalement, vous voyez ça en bas à droite de votre fenêtre. Donc, je vous invite à écrire toutes vos questions pendant la présentation et ensuite, on se chargera de récupérer les questions et je me chargerai de les poser à Adrien Cousinier lors de la seconde partie de la conférence. Eh bien, écoutez, je pense avoir tout dit. Je vous laisse la parole, Monsieur Cousinier, c'est à vous. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, en première conférence, je voulais vous présenter donc la notion de limite planétaire, parce que je pense que c'est vraiment une notion très importante à avoir en tête à l'heure actuelle. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on appelle une limite planétaire? Euh, les limites, souvent on imagine ça comme un mur contre lequel on ne pourra pas dépasser. En fait, c'est assez faux. La plupart des limites qu'on a, en fait, elles sont tout à fait franchissables. Parce qu'en fait, la définition de ces limites est toujours mouvante, ça change. Et donc, en fonction de ces changements, en fonction de la capacité de pénétration qu'on a dans ces limites, eh bien, en fait, on peut tout à fait rentrer dans ces limites. Et c'est bien là le problème, puisqu'en fait, en rentrant dans ces limites, en fait, on va se rendre compte qu'on est rentré dans ces limites que lorsqu'en fait, on va franchir des points au-delà desquels il y aura des impacts significatifs, voire irréversibles. Et en fait, donc, c'est quand ces impacts atteindront des points critiques entre les effets néfastes qui peuvent être résorbés, permanents ou dangereux, qu'on se rende compte qu'on a franchi une limite. D'accord? Donc, c'est très important. La notion de limite environnementale, c'est pas du tout comme un mur physique. Hein. C'est quelque chose qu'on peut pénétrer et c'est bien là le problème puisqu'en fait, on a pénétré ces limites. Alors, il y a une publication, moi, sur laquelle qui m'a beaucoup servi pour baser toute ma réflexion, c'est la publication sur les 9 limites planétaires, qui a été publiée dans Nature et dans Science. Donc c'est une publication scientifique donc de tout premier ordre qui explique en fait d'après cette étude il y a donc 9 limites planétaires à ne pas dépasser donc qui sont le changement climatique, la biodiversité que ce soit donc génétique ou fonctionnelle, la modification de l'usage des sols, l'utilisation de l'eau douce, le cycle du phosphore, le cycle de l'azote, l'acidification des océans, le changement de l'atmosphère en aérosol, l'épuisement de l'ozone atmosphérique, et puis tout ce qu'on appelle les nouvelles entités chimiques, donc on va dire la pollution chimique ou nano en ce moment, parce que ça c'est un truc aussi qu'on va pas voir venir, mais qui est en train d'arriver un peu partout. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, cette publication, elle nous dit que si jamais on franchit une seule de ces limites, on va avoir des effets très très lourds à terme au niveau planétaire.
Alors, à terme, qu'est-ce que ça signifie? On est sur des temporalités qui sont très, très longues. Hein, la planète a une inertie qui est très grande, c'est un élément qui est très gros. Donc l'inertie est très grande et son unité de temps au niveau planétaire, quand on étudie la géologie, on est plutôt sur le millénaire, voire les dizaines ou les centaines de millénaires. Donc c'est vrai que nous, dans notre temporalité à nous, en tant qu'êtres vivants, où nous réfléchissons, on va dire, à l'heure, à la journée ou à la semaine, lorsqu'on dit qu'on a franchi une limite et qu'on va avoir des effets très très lourds à terme, il faut bien se rendre compte que du coup, c'est dans un avenir pour nous qui est très très lointain. Mais quelque part, il y a une forme d'inéluctabilité de cet avenir. Donc ça peut poser des problèmes psychologiques. Comment vivre en ayant conscience que l'avenir à long terme, quelque part, est condamné. Voilà, bon, ça, je vous laisserai vous rapprocher d'autres personnes pour apprécier ces enjeux émotionnels. Et donc, la mauvaise nouvelle de cette étude sur les 9 limites planétaires, c'est qu'en fait, on a déjà dépassé 3 limites, sachant qu'une seule, en fait, suffit à avoir des dégâts très, très lourds sur l'ensemble de la planète. On en a déjà dépassé 3. Il y en a 3 autres où, en fait, on n'arrive pas à quantifier. Donc, les 3 qu'on a dépassés, c'est la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité et puis une modification des cycles du phosphore et de l'azote, donc qui entraîne l'eutrophisation des zones d'eau un peu partout dans le monde. L'eutrophisation, c'est l'absence d'oxygène, donc ça tue le vivant dans l'eau. Après, vous avez trois limites où on ne sait pas, on n'arrive pas à quantifier. Donc, c'est la pollution de l'atmosphère en termes d'aérosols, tout ce qui est pollution chimique, et puis la diversité de la biosphère d'un point de vue fonctionnel. Et puis, il y a deux limites qui, au moment de l'étude, donc c'est au début des années 2000, n'étaient pas encore franchies. Donc, c'était la modification de l'usage des sols, mais on n'était pas très très loin. Et puis, le changement climatique. Voilà. Donc, de mon point de vue, le changement climatique, à partir du moment où on est dans des concentrations de CO2 dans l'atmosphère qui vont dépasser les 430 ppm, on aura atteint le point qu'on n'aurait pas dû atteindre, puisque les 430 ppm, en fait, on est quasiment sûr d'atteindre les 1,8 ou 2 degrés à l'horizon 2100. À l'heure actuelle, on est à 420 ppm et on gagne 2,5 ppm par an. Donc voilà, d'ici 4-5 ans, la limite à ne pas franchir sur le réchauffement climatique, elle sera franchie. Donc en fait, quand on lit cette étude, eh bien en fait, les nouvelles ne sont pas bonnes. Elles sont pas bonnes du tout. Donc ça, c'est pour les grandes limites planétaires, environnementales. Alors après, il y a d'autres limites aussi qu'on n'aurait pas dû franchir. Donc c'est les limites en fait sur les ressources. Les ressources, donc principalement les ressources énergétiques. Pourquoi les ressources énergétiques? Parce que l'énergie, c'est ce qui permet de tout mettre en mouvement et en fait de tout mettre en action. Et donc en fait, c'est ce qui permet notre activité physique, économique, tout ce que vous voulez. Hein. Donc en fait, le fait d'avoir des contraintes sur l'accès des ressources énergétiques, ça peut poser de gros soucis. La principale ressource énergétique, donc c'est le pétrole, hein, puisqu'en termes de quantité. Alors, excusez-moi, il y a un bruit de fond. Je vous demande une petite seconde. Voilà, c'est réglé. Donc sur les ressources énergétiques, pardon. Donc la première ressource énergétique, donc le pétrole, qui est la première énergie consommée en quantité et qui est surtout l'énergie qui sert à faire tout le transport. À 95% dans le monde, le transport, c'est du pétrole. Et donc, en fait, le jour où on a une contrainte sur le pétrole, on a une contrainte sur tous les flux physiques de la planète.
et donc on a une contraction économique. Le pétrole, donc il y a des grands débats pour savoir si on est rentré ou pas le pic de pétrole, est-ce qu'il adviendra un jour ou pas. Alors la réponse est simple, nous sommes rentrés dans le pic de pétrole depuis 2006, puisqu'en fait en 2006 il y a eu le pic des exportations mondiales de pétrole, tout type de pétrole confondu, hein. Et en fait, quand on analyse un pays producteur de pétrole, son pic d'exportation marque toujours le début du pic de production. D'accord? Donc depuis 2006, on est rentré dans le pic de pétrole mondial. Alors c'est un pic, comme on est au niveau mondial, c'est un pic qui peut durer très très longtemps, hein. On va pas franchir le pic de production de pétrole mondial en une journée. Ça va durer pendant des années parce que un coup, vous allez avoir, je sais pas, l'Arabie Saoudite qui va diminuer sa production, mais les Russes qui vont augmenter la leur. Et donc, en fait, vous avez des phénomènes de compensation comme ça qui peuvent durer pendant très très longtemps. Mais en fait, vous êtes dans une sorte de plateau ondulant où la production mondiale, en fait, n'augmente plus vraiment. Elle augmente un peu, elle baisse un peu. Voilà. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que en fait le maximum de production, donc nous sommes en baisse de production de pétrole au niveau mondial, donc depuis novembre 2018, donc bien avant la crise du Covid. Et donc a priori, ce plateau ondulant qui a commencé, on va dire en 2006, s'est terminé en 2018. Alors peut-être que en mettant en route de nouvelles sources de production, genre pétrole de schiste en Russie, il y en a un peu, il y en a pas mal. On va peut-être réussir à prolonger peut-être ce plateau ondulant de 4-5 ans. Mais voilà, on est sur la fin du pic de pétrole. Et donc, après, nous allons avoir une baisse de la production mondiale de pétrole. Enfin, on devrait avoir, puisque les projections dans l'avenir sont toujours soumises à des incertitudes, donc quelque part toujours fausses, mais il est fort probable qu'on ait une baisse de la production de pétrole entre 10 et 15 millions de barils jour toutes les décennies. Donc, ce qui signifie qu'on aurait une contraction du transport mondial de à peu près 10 à 15% par décennie, quelque part entre maintenant et puis 2025. Donc voilà, rien que les contraintes, rien que les limites en fait sur la production de pétrole, c'est un avenir avec une contraction économique, une récession économique lourde, à peu près de 10% toutes les décennies. Donc voilà, ça c'est la deuxième contrainte. Après, bah, vous avez en ce moment, donc, bah, on parle beaucoup de transition énergétique, hein, donc la transition énergétique pour justement faire face à la fois aux contraintes sur les ressources fossiles, donc à la fois pour faire face au pic de pétrole, et puis à la fois pour arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, pour justement essayer de ne pas atteindre ces fameuses limites de concentration de CO2 dans l'atmosphère, mais qui va être atteinte de toute façon. Voilà, donc la transition énergétique, on peut d'ores et déjà dire qu'en fait, elle a échoué, puisqu'en fait, les deux problèmes qu'elle est censée résoudre sont déjà en train de se réaliser. Donc la fameuse transition énergétique, de quoi on nous parle? On nous parle en gros de remplacer toutes les énergies fossiles, c'est-à-dire à peu près 85% de nos ressources énergétiques, en gros par du solaire et de l'éolien, parce que dans les médias mainstream, on ne parle que de ça, qui, à l'heure actuelle, le solaire et l'éolien font moins de 1% de l'énergie finale mondiale. Donc, il est évident que, alors que les grandes limites planétaires climatiques et sur le pétrole sont en train d'être franchies, il est évident que c'est pas en quelques années avec 1% de la ressource qu'on va faire quoi que ce soit. Donc, la transition énergétique, en fait, elle est déjà un échec. Au mieux, elle permettra d'amortir en fait une forme de décroissance ou de récession. Pour moi, la différence entre les deux, c'est que la décroissance, en fait, elle est quelque part, elle est choisie, alors que la récession, elle est subie. Donc, je préfère de loin la décroissance à la récession. Mais voilà, la transition énergétique, elle va juste servir à amortir tout ça.
Donc voilà pour les limites planétaires sur les ressources en pétrole et puis sur l'avenir énergétique. Alors malheureusement, il n'y a pas que ces limites-là qui vont poser problème en termes de ressources. Il y a le cuivre, le nickel, le cobalt, l'or, l'étain, qui sont déjà en fait en très très forte contrainte, donc très très proches de leurs limites de production au niveau mondial. Et alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, cette fameuse transition énergétique qui doit nous permettre de devenir indépendants des fossiles, elle repose principalement sur la production électrique. Et la production électrique, physiquement, elle repose sur du cuivre, parce que toute l'électricité se transmet par du cuivre, ou de l'aluminium, mais c'est principalement du cuivre au niveau mondial. Et puis tout ce qui est batterie, parce que du coup, on est face à des énergies qu'il faudra stocker. Toutes les batteries, à l'heure actuelle, c'est principalement donc du lithium, du nickel et du cobalt. Or, le nickel et le cobalt, on est déjà dans des perspectives d'atteindre leurs limites de production au niveau mondial. Donc, si jamais on doit multiplier par 5, 10 ou 20 ces productions, on voit bien que ça va pas le faire parce qu'en fait, on va se heurter aux limites géologiques sur le nickel et le cobalt et le cuivre. Voilà. Donc ça, c'est aussi une très mauvaise nouvelle pour l'avenir énergétique. Hein, les limites sur les matières premières, a priori, ne nous permettront pas de déployer les alternatives énergétiques comme on l'espérait. Une autre mauvaise nouvelle, donc c'est sur la production alimentaire, parce qu'à l'heure actuelle, la production alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est de la monoculture avec des intrants chimiques ultra mécanisés. Hein, en gros, hein, alors après, vous avez énormément vous avez quand même 2 ou 3 milliards d'individus qui sont sur de l'agriculture, on va dire, à l'ancienne. Hein, l'agriculteur qui a son animal de trait et puis qui fait de l'agriculture de subsistance. Donc ça, c'est pour la partie de l'humanité la plus pauvre. Mais nous, les 2-3 milliards d'individus les plus riches sur la planète, nous vivons grâce à de l'agriculture intensive. Et donc cette agriculture intensive, elle a besoin d'intrants chimiques. Et le premier de ces intrants chimiques, c'est du phosphore, hein, le fameux NKP. Voilà. Et donc le phosphore, donc à l'heure actuelle, il est produit par de l'activité minière, hein, donc il est issu de l'extraction de mines, principalement au Maroc. Et donc cette extraction minière, beaucoup de spécialistes doutent que nous allons rentrer aussi dans les limites de production au niveau mondial. Et donc, comme en fait, je vous rappelle qu'il y a la première limite environnementale qu'on a déjà franchie, c'est la destruction des sols. En fait, vous allez avoir un couplage. À la fois, nous avons des sols qui vont diminuer en qualité, donc ils pourront produire moins, mais avec les mêmes intrants. Et à la fois, nous aurons peut-être moins d'intrants, enfin même sûrement. Donc en fait, il va y avoir un double effet sur la production alimentaire. Et à ceci va se rajouter le changement climatique qui va aussi mettre sous contrainte la production alimentaire. Donc en fait, la production alimentaire va se heurter à une multitude de limites planétaires, le phosphore, le réchauffement climatique, et puis la destruction des sols pour les principales. Voilà. Donc, à terme, en fait, lorsqu'on regarde en fait le panel de toutes ces limites planétaires, que ce soit les limites environnementales ou les limites en termes de ressources, hein, en fait, on se rend compte que notre avenir, bon, bah, il sera pas super, quoi. Pour dire les choses en étant un petit peu gentil.
Donc voilà un petit peu l'état des lieux sur les limites planétaires. Alors, face à ce constat, donc qui s'appuie quand même sur des données scientifiques extrêmement fortes, hein, puisque là, moi, je vous parle que d'études scientifiques qui sont parues dans Nature ou dans Science ou des académies des sciences ou les Nations Unies. Face en fait à ce constat scientifique, en fait, il y a énormément de gens qui disent oui, mais en fait, ces limites, on va pouvoir les modifier, on va pouvoir les dépasser. Donc typiquement Elon Musk, qui veut dépasser les limites planétaires en partant sur Mars et en disant, ben du coup, on aura du coup les ressources de Mars, on aura la capacité d'absorption de la pollution de Mars et ses ressources de Mars, et donc les limites planétaires terrestres ne seront plus nos vraies limites. Voilà, donc en fait, alors il faut savoir que Mars, c'est très loin, que pour y aller, c'est très compliqué, que ça va demander énormément de ressources pour aller sur Mars, et que donc pour aller sur Mars, quelque part, il faudrait augmenter en fait notre contrainte sur la pollution et sur la consommation de matières premières terrestres. Or, cette augmentation, elle se heurte déjà aux limites planétaires terrestres. Donc, quelque part, est-ce qu'on va pouvoir aller sur Mars? Enfin, est-ce que justement les possibilités matérielles pour aller sur Mars ne vont-elles pas nous faire défaut au moment où on aimerait bien y aller? Ça, c'est une grande question. J'aimerais beaucoup qu'Elon Musk un jour participe à un débat là-dessus. Mais a priori, c'est pas le cas. Donc, alors, Elon Musk est un exemple parmi tant d'autres, mais en fait, vous êtes face à des gens qui remettent en cause l'état des lieux scientifiques sur les limites planétaires, donc à travers en fait la croyance sur la technologie, en disant que la technologie, elle va permettre de tout sauver. Alors moi, qui suis ingénieur de formation, je leur dis mais quelle technologie? Enfin voilà, dites-moi précisément lesquelles, laquelle. Et à chaque fois, c'est toujours la même réponse. Ce sont des technologies en développement, ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, face au constat scientifique sur les limites planétaires en 2021, en face de nous, on a des gens qui ont des réponses qui sont complètement évasives, qui n'ont aucun argument, soit scientifique, soit d'ingénieur, à apporter, voilà, et qui sont quelque part toujours dans le dogme, dans la croyance, dans la mythologie, que la technologie, l'innovation, le progrès vont permettre à l'être humain de dépasser toujours les limites. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Je suis ingénieur, mon métier, c'est d'analyser froidement les choses. Et donc, je peux vous dire que dans un débat, je n'ai jamais eu d'argumentaire sérieux face à toutes les objections que je pouvais amener et face à la présentation sur les grandes limites planétaires. Donc voilà, à l'heure actuelle, on est dans un débat de société où on se réfugie quand même beaucoup dans l'irrationnel et dans l'émotionnel pour quelque part fuir cette fuir cette prise de conscience que l'avenir risque de mal se passer. Et alors ça, c'est très compliqué, puisqu'en fait, du coup, généralement, quand vous êtes face à un problème, si vous ne vous confrontez pas au problème, vous n'arriverez jamais à trouver de vraies solutions. Alors, typiquement, les vraies solutions, c'est la sobriété, la décroissance, hein, donc une forme de diminution de notre activité physique et économique, mais choisie, programmée, où il y aurait bien entendu de l'égalité sociale, parce que s'il y a trop d'inégalités sociales, vous avez des tensions sociales. Les tensions sociales, à un moment donné, empêchent le bon fonctionnement d'une société. Donc voilà. Et puis donc voilà cette prévision, cette confrontation au problème pour dire qu'est-ce que je peux amener, parce qu'on voit bien que
à long terme les problématiques auxquelles on fait face, hein, le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution chimique, la modification des cycles d'azote et du phosphore, le manque de phosphore, le manque de cuivre, le manque de nickel, donc les grosses contraintes environnementales et puis de matières premières. On voit bien que de toute façon, il n'y a pas vraiment de solution pour les dépasser. Les solutions qu'il faudrait amener, ce serait quelque part d'atténuer les conséquences et les chocs pour minimiser en fait les dégâts et pour éviter que nos sociétés ne partent en couille, excusez-moi de la vulgarité, mais donc pour éviter que ça parte en guerre civile et puis en émeute, hein, parce que moi, d'ici à quelques décennies, moi c'est ça que je crains, hein, c'est que en fait on ait une forme en fait quelque part qu'il y ait notre niveau de vie, notre activité physique et économique, qu'en fait qu'elle soit dédiée à une part de la population de plus en plus petite sur la planète, qui est du coup une part de pauvres qui soit expulsée de notre société, enfin la société riche occidentale. Et que du coup, voilà, en gros, que ce soit la fin des classes moyennes, et puis que d'ici 2 ou 3 décennies, on se retrouve soit avec des ultra riches, qui seraient quelques pourcents ou quelques dizaines de pourcents, et puis l'immense majorité de la population mondiale qui serait pauvre. Moi, c'est une possibilité dans l'avenir que je n'ai pas envie de vivre. Et donc, pour éviter cette trajectoire possible, je pense qu'il va falloir un jour ou l'autre vraiment se confronter aux problèmes de nos limites planétaires, du fait qu'on les a dépassés depuis le premier jour du dépassement, c'était 1972. D'accord, donc ça fait quand même 5 décennies que on a commencé à dépasser les grandes limites planétaires. Et donc, à un moment donné, on va en payer les conséquences. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment poser le débat public et sociétal sur ces limites planétaires, s'attendre en face à avoir des gens qui ne seront pas du tout dans le débat rationnel, qui voudront éviter ce débat, s'y attendre, s'y préparer émotionnellement, psychologiquement, et puis essayer de rester dans l'approche la plus constructive, la plus stricte possible. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur les limites planétaires. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop flingué le moral en début. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Oui, déjà merci, hein, Monsieur Cuisinier, pour votre présentation. Certes, un petit peu alarmiste au début, mais vous avez proposé des solutions à la fin. Et d'ailleurs, beaucoup de questions sont arrivées par rapport à vos solutions. Alors, tout d'abord, pour commencer, une question plutôt sur une thématique pétrolière. La question est, pourriez-vous indiquer les sources sur lesquelles... Alors non, excusez-moi, je me trompe. C'est est-ce que la baisse de la production de pétrole est due à une accessibilité plus compliquée ou à un épuisement réel de la ressource? Alors, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous exploitez une ressource, donc une ressource minière, hein, puisqu'en fait, toutes les ressources qu'on exploite viennent du sous-sol, à part les ressources biologiques, à part l'alimentaire. À partir du moment où vous exploitez une ressource minière, en fait, vous allez exploiter les meilleurs filons. Vous allez exploiter les filons les plus riches. Donc, en fait, plus ces filons vont s'épuiser, plus vous allez vous retourner vers des filons qui sont de plus en plus pauvres. D'accord ? Donc en fait, c'est le même phénomène en pratique. Géologiquement, ce qui s'appauvrit en premier, c'est les filons les plus riches. Voilà, donc, j'ai envie de dire, on fait les deux en même temps. On est confronté à la fois
une contrainte géologique, mais qui se traduit d'abord par une perte des filons les plus riches. Très bien, merci. Ensuite, on avait une question, donc ça c'était ce que vous disiez au début, la différence entre la récession et la décroissance. Et donc, une personne aimerait savoir, quand vous parlez de récession ou décroissance, c'est dans quel domaine? Alors, physique, économique, enfin un peu tout, hein, puisque pour moi, en fait, l'économie, nous, on a surtout des indicateurs financiers, mais derrière ces indicateurs financiers, vous avez de la physique, vous avez des flux physiques, des matières premières, de la production industrielle, de la consommation industrielle, voilà, donc récession. Alors, vu que nos indicateurs sociétaux, c'est les indicateurs financiers, on va exprimer ça avec des euros, avec des dollars. Mais derrière, ça va être une récession physique qui sera la causalité de tout ça. Et donc, la différence entre la récession et la décroissance, c'est que la récession, elle est subie, et la décroissance, elle est choisie. Alors, je reviendrai juste sur les indicateurs économiques. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, c'est l'économie qui gouverne la physique. Donc, c'est bien entendu complètement faux, puisqu'en fait, l'économie, c'est une convention de la société. Je peux tout à fait, à un moment donné, dire que si je veux créer de la croissance économique, de la croissance financière, j'imprime énormément de monnaie, et donc je distribue énormément de monnaie dans ma société, et donc tout le monde a de plus en plus d'argent. Le problème, c'est que ça dure pas très très longtemps, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir de l'hyperinflation, enfin des choses un peu désagréables. Mais en fait, on voit très très bien que l'économie financière, on peut la manipuler comme on veut, puisqu'en fait, c'est une convention humaine. Par contre, dire que tel gisement de pétrole, par exemple le gisement de Ghawar en Arabie Saoudite, qui est le plus grand gisement de pétrole au monde, on a envie que du jour au lendemain, sa production augmente par 2, ben ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en fait, quelque part, les contraintes physiques sont toujours une causalité des contraintes économiques. Alors après, vous avez toujours des effets de boucle de rétroaction, c'est-à-dire que si les contraintes physiques commencent à vous créer des contraintes économiques, du coup, vous pouvez moins investir, vous avez une société qui est en moins bonne santé économique, les choses se passent moins bien, donc en fait, ça va venir réimpacter votre capacité à exploiter les ressources physiques. Donc c'est évident que quelque part, les deux sont liés, hein, puisqu'en fait, on parle du même monde, mais la causalité primaire, c'est la physique. Voilà. Donc, moi, ma grille d'analyse, c'est de regarder au niveau physique ce qui va se passer, et vu les prévisions au niveau physique, on peut tout à fait appliquer les mêmes conclusions au niveau économique. Très bien, merci. Ensuite, à présent, une question sur le marché du carbone. Donc, que pensez-vous des mesures comme la mise en place de quotas carbone pour organiser cette décroissance sobriété? Alors, les quotas carbone, ce serait super. Moi, professionnellement, j'achète et je vends du CO2 à peu près tous les jours sur le marché international, donc je sais très très bien comment ça se passe. Le quota carbone, après, ça dépend comment on l'entend. Le problème, c'est que, en fait, moi, je pense qu'il faudrait mettre en place des tickets de rationnement carbone. C'est-à-dire, en gros, on a droit à X tonnes de CO2 par an et par habitant ou par entreprise. Et puis après, on dit, voilà, vous n'avez pas le droit de dépasser ça. Le problème, c'est qu'en réalité, le quota carbone, c'est pas du tout ça. En fait, on alloue des quotas carbone gratuits, hein, c'est-à-dire qu'on dit aux entreprises, oh, bah, en fait, vous pouvez dépenser énormément de tonnes de CO2, c'est gratuit. Et puis, si jamais vous dépassez,
ah ben du coup, il faudra quand même mettre des petites actions d'amélioration, mais qui sont parfaitement indolores sur les grandes entreprises. Donc en fait, l'application à l'heure actuelle des quotas carbone à travers la bourse carbone européenne est une catastrophe. Quand on voit que le quota carbone, il y a 2-3 ans, on était à 5 tonnes, 5 euros la tonne. Bon, là, on est passé à 35 ou 40 euros la tonne, mais c'est parfaitement ridicule. Voilà. Donc le quota carbone, oui, bien sûr, mais en fait, l'application qu'on en fait, elle n'est pas bonne du tout, quoi. Hein, on dit toujours que le diable se cache dans les détails. Hein. Donc, à l'heure actuelle, le diable, il fait mumuse avec les quotas carbone. Ouais. Parce que dans les quotas carbone, la difficulté vient du fait qu'il n'est pas évident d'évaluer à l'avance le nombre de quotas qu'on va mettre en libre service. Si c'est trop, on laisse trop de titres, à ce moment-là, le prix va être trop faible et au niveau des échanges, ça ne sera pas rentable. Donc, la difficulté vient de là. Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas de contrainte pour les entreprises. Mais encore une fois, on voit clairement ce qui a été défini au départ. Au départ, quand on a lancé la Bourse européenne du carbone, des spécialistes comme Jean Covici ou d'autres ont dit il faut mettre très très peu de quotas carbone. Et puis en fait, les milieux économiques ont dit non mais attendez, si on met aussi peu que ça, on va avoir des contraintes économiques, vous comprenez, la compétitivité des entreprises européennes et françaises, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc, en fait, c'est l'économie qui a gagné. C'est-à-dire qu'en fait, les contraintes écologiques, on les a foutues à la poubelle. Donc, on voit clairement où est le rapport de force. Hein. Le rapport de force, à l'heure actuelle, c'est qu'il faut faire de la croissance économique coûte que coûte. Donc, voilà. Donc, dans la réalité, quand on a mis en place les quotas carbone, on en a mis en place beaucoup trop. Et donc, en fait, après, le but, c'était de faire diminuer le nombre de quotas qui étaient en libre service. C'était l'objectif aussi que ça soit en décroissance. Bon, ça oui, tout à fait. Mais c'est ridicule à l'heure actuelle. On est en 2021, c'est toujours ridicule. Un niveau au niveau de prix de la tonne carbone où ça commence à piquer économiquement, c'est dans les 100-150 dollars la tonne. Ça, on le sait parce que en fait, les Suédois, il me semble que c'est la Suède, eux, ils ont mis en place une bourse carbone indépendante. Ils ont mis des prix qui étaient beaucoup plus forts. Et donc, quand ils sont arrivés à 100 ou 150 dollars la tonne de carbone, il y a eu des contraintes économiques. Et donc, en fait, là, il y a eu vraiment un effet sur les émissions carbone de la Suède. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, en Europe, on n'y est pas du tout. On est en 2021 et on est à 420 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on a complètement foiré le truc. Quoi. Oui, un petit peu alarmant comme bilan. Alors, pour changer de sujet… Non, c'est les chiffres. Hein. Oui, je sais, mais des chiffres qu'on peut dire alarmants. Hein. Alors, ensuite, pour changer, on va dire, d'orientation. Alors, donc, la conclusion, c'est que le seul projet politique viable, c'est que tout le monde organise la décroissance pour 2022. Mais alors, qui osera en France? Question un petit peu ouverte. Alors, moi, la décroissance, politiquement, j'en fais partie, puisque je me suis inscrit dans des partis politiques de la décroissance. Donc, ça existe. On n'est pas très, très nombreux. Hein. En France, on doit être 200 ou 300 à essayer d'amener ce sujet-là sur la table du débat de société. Ça existe. À l'heure actuelle, personne n'en veut. Hein, que les choses soient claires, c'est-à-dire que d'un point de vue électoral, les partis politiques qui prônent la décroissance, ils font entre 0,5 et 1% à chaque élection. Donc, quelque part, en fait, c'est là où c'est compliqué, c'est-à-dire que il faudrait que tout le monde mette ça sur la table, mais en fait, il y a très très peu de personnes qui ont envie de mettre la décroissance et la sobriété sur la table. Il y a quasiment personne, en fait. Parce qu'en fait, on réfléchit à court terme. On se dit, mais pourquoi est-ce que demain, je sais pas, je devrais arrêter de manger de la viande? Pourquoi est-ce que demain, je devrais arrêter de prendre l'avion? Pourquoi est-ce que demain, je devais vivre avec le SMIC
alors que je pourrais vivre avec 3 000 ou 4 000 euros par mois. On verra bien les problématiques qui vont arriver en 2030 ou 2040, on verra bien. Donc en fait, on voit bien qu'il faudrait la phrase, il faudrait que tout le monde l'applique. En fait, quand on regarde la réalité, on voit bien que c'est pas le cas. Et quelque part, c'est normal parce qu'en fait, nous sommes des animaux qui, quelque part, mettons d'abord en priorité nos problématiques à court terme et plutôt que les problématiques éventuelles qui arriveraient en 2030 ou 2040. Parce que, encore une fois, l'avenir n'étant pas écrit, ces problématiques, pour l'instant, c'est des probabilités. Alors que le fait de remplir son frigo pour pouvoir manger ce soir, ça, c'est une problématique bien réelle. Voilà, on voit bien qu'on est face à une question, c'est-à-dire est-ce que biologiquement, on est capable de mettre en priorité nos problématiques à long terme devant nos problématiques à court terme. Ça, c'est une grande question. Et puis aussi, il y a la culture. Hein. Moi, je pense aux boomers. Donc les boomers, pour ceux qui connaissent pas l'expression, donc c'est tous ceux qui sont nés du baby boom. Donc c'est en gros c'est mes parents hein, qui sont nés après 45, qui ont vécu les 30 glorieuses. Et eux, en fait, on leur a appris que en fait il n'y avait pas de limite planétaire. Et à l'heure actuelle, en fait, qui c'est qui est au pouvoir dans les pays riches? C'est des boomers. Hein. Donc, en fait, on voit bien que on est dans la culture dominante dans les pays. C'est une culture où les limites planétaires n'existent pas. Et donc, de mettre en avant la décroissance et les sobriétés, c'est une question qui ne se pose même pas. Voilà. Et donc, voilà, et oui, il faudrait alors moi, que je tout sais le monde pas, je mette ça en n'entends plus Monsieur Cousinier. Je sais pas Oui. si c'est un problème pour tout le monde ou pas. Alors moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Vous Attendez. pouvez me dire dans le chat si vous l'entendez, Monsieur Cuisinier, parce que je l'entends plus, je le vois plus non plus. Ah bon, bien, donc ça doit être moi. Bah désolé. Ok, très bien. Donc, voilà. Donc, en fait, oui, bien sûr qu'il faudrait mettre ça en avant en 2022. Mais voilà, on est nous-mêmes, en termes de limites, on a nos limites biologiques, on a nos limites culturelles, on a nos limites sociétales. Euh, je viens de le rallumer, hein. Donc vous devriez m'entendre. Donc voilà, oui, il faudrait faire ça en 2022. Mais quand on regarde les limites et les finitudes de l'être humain, que ce soit biologique, culturel, sociétal, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, je crois que notre collègue qui fait la modération a des petits soucis de connexion. Alors, écoutez, je vais lire les questions. Donc, pourriez-vous indiquer les sources sur lesquelles vous basez votre exposé? Oui, alors, il y a un excellent résumé qui a été fait il y a très peu de temps. Alors, je vais vous
mettre le lien. Donc, vous pouvez le lire. Donc, c'est un exposé qui est beaucoup plus fouillé sur ce qu'on appelle l'Anthropocène. Mais dedans, vous avez toutes les grandes limites planétaires. Et surtout, donc, il y a 60 ou 70 slides. Et surtout, c'est très, très bien sourcé. Hein. Donc, je vous fais un copier-coller dans le chat où vous pouvez trouver ce document, voilà, que je vous invite tous à les lire. Alors, hormis le projet de croissance, quelles sont les autres solutions concrètes pour éviter de franchir ces limites ou d'inverser la tendance? Eh bien, ça c'est compliqué. Puisque pour moi, en fait, dans la décroissance, il y a tout. Il y a la convivialité, il y a le partage, il y a la sobriété. Donc, en termes de solutions concrètes, souvent on parle des solutions individuelles, mais en fait, les solutions individuelles, elles sont très très pauvres parce que en fait, nous sommes des animaux grégaires, hein, nous sommes des êtres sociaux. Donc, je dirais que une des solutions concrètes, c'est d'essayer de travailler son environnement social et humain, ses voisins, ses amis, communiquer, échanger avec les gens qui sont autour de vous. C'est d'avoir un tissu comme ça collectif fort autour de vous. Ça peut être votre voisin de palier, ça peut être des gens qui sont dans une association à côté de chez vous dans lequel vous allez vous investir, mais de tisser comme ça votre tissu social autour de vous, c'est pour moi une très très bonne solution concrète. Hein. Et ne partez pas dans des solutions individuelles, genre ah ben je vais m'acheter une ferme et puis je vais devenir complètement autonome sur la production alimentaire, la production énergétique. C'est complètement impossible. Hein, c'est complètement impossible. Voilà, faites des réseaux, exactement. C'est pour moi la première solution concrète à mettre en place. Voilà. Après, bah, sur les transports, d'un point de vue individuel, moi, ce que j'ai mis en place, donc moi, j'habite à la campagne, hein, dans l'Ain, qui est un département très agricole. Pour aller à la boulangerie, il faut que je fasse 4 ou 5 kilomètres. Je fais tout à vélo, même l'hiver. Hein. Donc l'hiver, moi, j'ai un vélo électrique parce que je suis feignant, je suis pas un grand sportif, et j'ai des pneus cloutés, hein, parce que des fois, il y a du verglas, donc pour éviter de me casser la figure, voilà, j'ai mis des clous sur mes pneus. Il y a des fabricants suédois qui vendent des pneus cloutés pour les vélos, c'est pas très cher. Voilà, et moi je fais tout en transport en commun et à vélo tout le temps. Alors de temps à autre, j'utilise une voiture, mais voilà, ça me fait toujours mal au cœur. Au niveau de l'alimentaire, d'un point de vue individuel, l'alimentation végétarienne, hein, c'est pas parce que je suis végétarien. Moi personnellement, ça fait très très longtemps que j'ai conscience que quand je mange de la viande, j'ai tué un animal. J'en suis désolé pour cet animal, mais je le mange quand même parce que j'aime bien manger de la viande. Voilà, et donc psychologiquement, ça fait longtemps que j'ai plus de problème à ce niveau-là. Mais c'est clair que d'un point de vue scientifique, l'alimentation végétarienne est beaucoup plus sobre, beaucoup plus décroissante que l'alimentation carnée. L'utilisation des énergies renouvelables, moi je suis voilà, j'ai plus de 20 ans dans les énergies renouvelables. Hein. Moi j'ai été installateur, technicien dans les panneaux photovoltaïques. Donc, je me suis installé à 9 kW sur ma maison pour avoir une certaine autonomie énergétique. Voilà, donc du vélo, végétarien, et puis quand même mettre quelques panneaux solaires chez soi. Voilà, c'est pas le plus mal. Mais quelque part, c'est pas des solutions qui vous permettront d'amener le plus d'éléments dans votre avenir. Ce qui est vraiment important, c'est de tisser un réseau avec les voisins,
Moi, mes voisins s'entendent super bien. Quand j'ai besoin d'un outil, ils me le prêtent, même leur voiture, leur remorque, la tronçonneuse. Et en fait, ça, c'est super, quoi. Moi, je suis dans un tout petit village. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on se le prête. Et après, là, on se sent fort. Voilà, on est que 25 dans le village, mais on se serre les coudes. Et ça vaut tous les vélos électriques du monde. Je continue de descendre. Oui, je suis désolée, j'ai eu Donc, un problème de connexion, donc pas de ça, souci. ça a coupé pendant un instant. Je vois que vous avez pris la main sur les questions. Donc, bah, je Oui, vous oui, en prie, oui. hein, je ne sais pas, allez-y. Bah, écoutez, je les liste hein, dans l'ordre. Hein. Oui, oui, bien sûr. Euh, Après, je ne sais pas, il y a une question que vous avez pour les sources, vous en avez parlé également? oui, j'ai publié une analyse. Et puis, il y a Alexandra Estatov qui a dit que voilà, c'est l'analyse de Johan Rockström sur les 9 limites planétaires. Hein. Vous tapez 9 limites planétaires dans Google, vous avez un Wikipédia. Enfin, voilà, c'est très sourcé. Et sur les ressources, vous avez l'association, la SPO, Association for Study of Peak Oil, donc l'association pour l'étude du pic pétrolier. Et puis vous avez sur le site d'Adrastia, vous avez aussi des sources diverses et variées. Donc c'est adrastia.org, ADRIASTA. Non, Adrastia, pardon. ADRASTIA.org. Et bien entendu, sur le site aussi du Shift Project, hein, vous allez trouver énormément de ressources. Voilà. Euh, alors, une question sur laquelle, oui, je dis que les problématiques n'ont pas de solution. Oui, je pense que les problématiques n'ont pas de solution. Solution dans le sens où on ne pourra pas effacer complètement les conséquences du franchissement des grandes limites planétaires. On aura forcément des conséquences. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc pour moi, en fait, il n'y a plus de solution, puisqu'en fait, généralement, une solution, il élimine le problème. En fait, et là, en fait, le problème qu'on va avoir dans les prochaines années, les prochaines décennies, on ne peut plus l'éliminer. On a franchi trop de grandes limites planétaires, et donc voilà, il y a aucune solution qui pourra effacer toutes ces problématiques. Donc à un moment donné, il va falloir s'adapter à ça, c'est-à-dire qu'il va falloir vivre avec ces chocs, il va falloir vivre dans ces chocs. Donc en fait, et donc là aussi, vous pouvez amener des solutions. Les solutions, par exemple, c'est d'en parler pour faire baisser la charge émotionnelle. C'est une solution. De se dire qu'en fait, bah, concrètement, la vie va pas s'arrêter demain. C'est pas parce qu'on rentre dans une période à long terme qui va être très incertaine. C'est pas pour ça que la vie s'arrête. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter de chanter, de prendre l'apéro avec les copains. Ça aussi, c'est une solution. C'est une solution euh, d'apprécier la vie au quotidien, d'apprécier les bonnes choses. C'est aussi une solution. Et puis, ben, de travailler sa sobriété personnelle, c'est une solution. De travailler son tissu collectif, c'est aussi une solution. Mais voilà, c'est une solution pour s'adapter aux chocs qui vont arriver. Euh, voilà, c'est dans ce sens-là qu'il y a encore des solutions. Voilà. Euh, Après, c'est pas dans les. Donc, je pense que j'ai couvert les 5 questions. Oui, Après, il y a des questions dans le chat. Donc, par exemple, j'en ai dans le trouvé chat. une. Oui, dans le chat, sur la droite. Est-ce que les jeunes ou les médias peuvent jouer un rôle de précepteur auprès de cette culture boomer, selon vous? Oui, Dont vous parliez un des baby grand oui. boomers.
alors là, putain, les jeunes, vous nous avez mis une grande claque là, depuis 2-3 ans. Putain, c'est super, c'est super. J'en parlais avec Jean-Marc Jancovici il y a quelques mois, et lui s'était vraiment investi pour faire du lobbying auprès des grands dirigeants. Donc, ouais, il faisait les jeudis du shift, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Et du coup, il avait un peu délaissé tout le milieu étudiant. Et puis en fait, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait fait depuis des années n'a eu aucune conséquence parce qu'en fait, les gens à qui il parle, en fait, ils s'en foutent. Ils se réfugient dans leur délire mythologique que l'innovation va toujours dépasser, va toujours permettre de tout solutionner. Et quand les jeunes, vous avez commencé à bouger il y a 2 ans, là il a dit ah putain là je me suis grave planté. En fait c'est pas les grands dirigeants qu'il faut appuyer quoi. C'est les jeunes. Et ouais, ouais, franchement vous avez mis du baume au cœur à pas mal de personnes. Je vous en remercie parce que ça fait quand même quelques années que je prêche et que j'ai l'impression de pisser dans un violon. Et et du coup, voilà, les jeunes, c'est vrai que putain, vous avez fait bouger les lignes. Chapeau. Chapeau et merci. Oui, bah, c'est vrai que l'avenir, c'est sur la jeunesse qui récupère un peu cette planète un petit peu malade. Et puis ensuite, il y a travailler pour assurer un meilleur avenir pour les générations qui arrivent par la suite. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a aussi des commentaires, donc des gens qui réagissent, qui échangent beaucoup dans le chat. Les points de bascule qu'on a peut-être déjà dépassés, par exemple sur la forêt d'Amazonie, ne sont pas réversibles. Ouais. Oui, certaines limites, on ne peut plus revenir en arrière, j'imagine que vous confirmez. Oui, oui, alors il y a l'effondrement du puits végétal, donc il n'y a pas que sur la forêt amazonienne, il y a une étude qui est apparue, qui a été le premier bilan mondial sur tout le puits végétal. Et en gros, le puits végétal, on est à la température planétaire, donc on est à l'heure actuelle en moyenne planétaire, on est à 15 degrés. On est au maximum du puits de carbone mondial. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a déjà des zones qui avant étaient des puits qui sont devenus émetteurs de carbone. Ça veut dire que la forêt est en train de se détruire. Et puis même si à côté, en fait, vous avez des forêts qui continuent à accroître leur puits de carbone, donc en fait à faire de la biomasse, donc en fait à augmenter en tant que forêt. Le bilan, en fait, maintenant, il est neutre. Voilà, donc c'est des points de bascule qu'on est en train de franchir. On est en train de franchir les points de bascule sur la stabilité des inland seas en Antarctique, sur les inland seas groenlandais. Les spécialistes des glaces craignent que quelque part entre maintenant et 2 degrés, donc 2 degrés au rythme où on devrait les atteindre vers 2045. En fait, on est passé à des points de basculement irréversibles sur la stabilité de ces glaces. Et donc, à terme, qu'on ait plus 12 mètres ou plus 15 mètres d'eau. Alors, à terme, là, on est sur 3 millénaires. Hein. Mais voilà, c'est des choses irréversibles. Voilà, la biodiversité, tout à l'heure, je disais que voilà, les espèces qui ont disparu ne reviendront pas, malheureusement. Et donc voilà, il y a plein de points bascules. Enfin, c'est assez déprimant. Moi qui lis un peu toutes les publications scientifiques là-dessus, enfin, faut avoir le moral bien accroché parce que, ouais, des fois on en a marre, quoi. Des fois on a envie d'arrêter de s'informer parce que on se dit à quoi bon, quoi. Et puis, du coup, je vais peut-être plutôt aller passer à la tondeuse et puis écouter les oiseaux chanter. Ça me fera du bien. Et oui, oui, il y a plein de points de bascule qu'on est en train de passer en ce moment, ouais, malheureusement. Mais il y a des solutions. Il faut rester optimiste, positif. Il faut rester positif. J'aime pas l'optimisme parce que l'optimisme à tout prix, quelque part, c'est une forme de fuite de la réalité. Voilà, donc il faut Ah, rester donc pas de se positif. cacher. Voilà, il faut pas se cacher la réalité. La réalité, il faut l'affronter, il faut en parler. Il faut pas avoir peur de mettre des mots dessus parce qu'en fait derrière il y a énormément
de processus psychologiques et émotionnels. Donc, il faut pas qu'il y ait de tabou, parce que les tabous, c'est ce qu'il y a de pire. Hein, donc, il faut parler des choses, mais voilà, il faut toujours essayer de trouver quelque chose de positif. Moi, une chose que j'ai trouvé de très positive dans ma vie personnelle, ça fait bientôt 10 ans que je me confronte à toutes ces mauvaises nouvelles. Une chose qui est très très positive pour moi, c'est que du coup, je me suis recentré sur mon quotidien, sur les choses qui étaient vraiment importantes. Donc sur ma vie amoureuse, voilà. Donc j'ai arrêté de me prendre la tête avec mon avenir professionnel. Voilà, j'en ai un peu plus rien à foutre. Et je suis quelqu'un de très heureux en fait. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, plus je me confronte à ces mauvaises nouvelles et plus je deviens psychologue voilà, et je pratique le lâcher prise et je suis quelqu'un de très heureux. Donc voilà, être positif. Être positif, ça c'est Oui. très très important. Je pense qu'on peut terminer cette conférence sur la positive attitude, qui est finalement la solution pour un monde meilleur. Soyons tous positifs. Et en tout cas, je vous remercie, c'est la fin, déjà la fin. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de faire cette conférence pour la Avec COP2 plaisir. étudiante. Donc, on est très honorés. Merci à vous. Et merci à tous ceux qui étaient là pour écouter, qui ont participé à poser des questions, qui ont beaucoup échangé dans le chat. Donc, c'est très enrichissant. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, on se retrouve peut-être pour une prochaine conférence. Et en tout cas, profitez bien du week-end de la COP2 21. Voilà, salut à tous. Au revoir.